Salut, petit Jenny. Salut André. De retour au poste. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas. T'es toujours habillé pareil? Bien sûr. Bah, comme, tu veux show off ton MVP, et c'est pour ça. Comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg, j'ai toujours la même tenue. En plusieurs exemplaires. C'est un standard. Non, on fait plusieurs épisodes aujourd'hui, donc on était préparés. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode, donc on se les clenche toutes. Bienvenue à tous. Dans l'épisode numéro 12, où est-ce qu'on va parler de DevSecOps. DevSecOps, qui est un sujet, je dirais, très à la mode. On est rendu que normalement, ça devrait être du given, mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde ou que tout le monde n'est pas nécessairement rendu à l'adoption de DevOps complète. En tant que consultant, on est amené à travailler avec différentes organisations dans différents pays, dans différents secteurs de l'industrie et de différentes, on va dire, tailles d'envergure. Donc, à géométrie très variable. Exactement. Puis on le remarque que l'adoption du DevSecOps est aussi à géométrie variable, dépendamment des clients. C'est un peu ce qu'on va voir. À quoi ça sert, pourquoi on a besoin de ça. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que c'est pas forcément les plus gros qui ont une adoption plus poussée. C'est souvent les petits qui ont des meilleures réussites. Oui. Tout à fait. Donc, je te laisse te présenter. Mon nom est Jenny Belmansour, architecte de solutions Azure et directeur du centre d'excellence Azure chez Cofomo Québec. C'est bon. Il y a une erreur, là. Bon. C'est pas Microsoft. Ah oui, c'est vrai. C'est Azure maintenant. C'est Azure maintenant. Parce que maintenant, on a 3 centres d'excellence. On a 3 centres d'excellence. Puis en passant, désolé mes amis Jean-Pierre et Joël, je voulais pas vous faire de l'ombre. Donc on a Joël Asselin qui est le directeur du centre d'excellence Microsoft 365 chez Cofomo. Et on a Jean-Pierre Sirois qui est le directeur du centre d'excellence Dynamics 365 et Power Platform. Donc on a pris cette initiative. Microsoft a été scindé. A été scindé effectivement en 3 centres d'excellence, mais très honnêtement parce qu'on voit que l'écosystème Microsoft est de plus en plus gros et que ces 3 volets-là sont des écosystèmes en soi. C'est bon. Et moi, c'est André Girard, architecte intégrateur infonuagique, donc multi-cloud et directeur du centre d'excellence AWS, donc Microsoft a réussi à se débarrasser de moi, chez Cofomo à Québec. C'est bon, mais je fais encore, évidemment, que je ne renie pas mes anciennes amours. La preuve, il est là. Loin de là. Et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet de toute façon qui est purement infonuagique, qui est assez agnostique, qui est DevOps ou DevSecOps. Bon, la subtilité, moi, quand je dis DevOps, dans ma tête, c'est DevSecOps. La sécurité On a eu un beau débat là-dessus. Oui, fait partie intégrante du cycle DevOps, mais pour certaines personnes, c'est peut-être pas assez de le dire juste DevOps, donc on dit DevSecOps, mais c'est évident que ça fait partie de l'histoire. Et aujourd'hui, je vous parle de l'approche et dans les prochaines vidéos, on va vous parler plus des pipelines, des essais automatisés puis de certaines technologies qui sont intégrées dans l'approche DevOps. Une référence. Évidemment qu'aujourd'hui, moi, je me suis basé sur certaines sources sur Internet et j'aimerais vous les référencer. Et une des sources est un article sur le DevOps qui est très, très, très bien expliqué. Vous allez reconnaître certains petits dessins qui sont dans ma présentation et je vais mettre la référence à l'article original dans la description du vidéo. Et il y a aussi ce diagramme-ci, qui est le diagramme de DevSecOps, qui est pris du département de la défense américaine, donc le DoD. Puis je trouvais la référence très bien, donc j'en ai juste fait une saveur à nous. Mais ce qui est intéressant dans cette représentation-là, c'est que vous avez le fameux anneau de Moebius qu'on voit tout le temps au niveau du cycle DevOps. Et il y a un anneau par-dessus qui représente en bleu ici les éléments de l'aspect sécurité dans le DevSecOps. Parce que dans le DevSecOps, on essaye d'automatiser la mise en place et la surveillance de sécurité et de la mettre itérative et de la même façon que le reste du cycle DevOps, testable, observable, etc., automatisable. Donc, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup de l'aspect sécurité, on va plus parler d'infra, donc ça va être plus le cercle ou l'anneau interne qu'on va discuter, mais il reste qu'on ne peut pas faire de cloud sans faire la job zéro qui est la sécurité. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce diagramme-là, c'est que on parle souvent de on fait du DevSecOps, c'est de la sécurité, etc. Mais dès qu'on pose la question, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment tu mets en place la sécurité dans ton cycle DevOps?
Ben Et là, il n'y a pas, beaucoup de gens qui sont capables d'y répondre. Exactement. Puis ce que j'aime bien dans ce dessin, vous voyez ici, on a les différents éléments. Transfert sécurisé, sécurité de la configuration, les scans, etc. Donc les pen tests. Exactement. Ça sont des sortes de tests aussi. Exactement. OK. Donc, quand on parle de DevOps, puis ça, c'est mon combat de ma vie, je trouve, de réussir à faire passer que DevOps, ça n'a rien à voir avec les outils. Non, c'est pas vrai que ça n'a rien à voir avec les outils. C'est supporté par des outils. Mais fondamentalement, c'est un changement d'attitude. C'est un changement de façon de travailler. C'est vraiment un changement de processus. Donc, dans le traditionnel qu'on a toujours vécu, tu as toujours un certain mur entre les développeurs, et quand on parle des développeurs, les analystes, les développeurs, tous ceux qui sont du côté plus d'équipe de réalisation, de développement plus applicative, ou même à la limite de mise en place de nouvelles infrastructures, parce qu'au niveau infrastructure, on développait quand même, on mettait en place d'infrastructures. Puis de l'autre côté, tu avais les équipes plus d'opération, soit de monitoring et d'opération applicative, mais aussi de monitoring d'application infra. Donc, souvent, on parle d'op, puis on a dans l'idée techno, puis on parle de dev, puis on a des programmeurs. Mais c'est pas vrai. Il y avait des opérations autant au niveau entretien de systèmes applicatifs que d'entretien de systèmes technologiques, de réseaux, puis de choses comme ça. Donc, c'est deux solitudes qui tendaient à pas beaucoup se parler et qui n'ont pas les mêmes buts dans la vie. Donc, le développeur, lui, il veut donner de la valeur à l'entreprise, il veut maximiser les changements parce qu'il veut améliorer son application. Tandis que du côté d'un opérateur, lui, il veut que ça soit stable. Il veut qu'on ait une application qui fonctionne bien, puis qui est résiliente, puis qui va toujours être disponible. Donc, puis si tu me permets d'étendre un petit peu plus le discours là-dessus, c'est que souvent, c'est effectivement... On utilise souvent ce vocable que les développeurs veulent amener du changement puis que les opérateurs veulent amener de la stabilité. Mais si on élargit un peu le scope, c'est que les développeurs savent que si on veut rester concurrentiel, il faut amener de la valeur d'affaires aux clients sous forme de nouvelles fonctionnalités. Ça ne veut pas dire que les opérateurs le savent pas. Non, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les développeurs sont, on va dire, drivés par ce volet-là. Mais les opérateurs, bien sûr, ils comprennent que c'est important. Mais ce qui est aussi important pour eux, c'est que l'application soit stable, soit performante pour l'utilisateur. Parce que si tu amènes de la valeur d'affaires, mais que l'application est instable ou qu'elle est trop lente, on sait très bien que l'utilisateur ne va pas l'utiliser en bout de ligne. Donc, c'est comme un coup d'épée. Donc, ce n'est pas une question, un est plus important que l'autre. Non, pas du tout. C'est la perspective qui est différente. Et souvent, ce qu'on voyait, c'est... ça marche bien en dev, donc qu'un coup qu'on est dans l'équipe de dev, vous dites, c'est le problème des ops, puis là, ça se met à sauter de partout, mais c'est pas le problème. De toute façon, bien souvent, en mode traditionnel, l'équipe de dev n'existe même plus. Elle n'est même plus là. C'est maintenant juste les équipes d'entretien. Donc, c'est un peu cette dichotomie-là. C'est le fameux « works on my machine ». Ouais, là, c'est « works in my environment », ou dans mon état. Donc, on essaie de ramener le dev, ou plutôt la mise en place de nouveautés, avec l'entretien de ces choses-là ensemble. Puis là, aujourd'hui, on ne parlera pas de l'agilité, mais ça sous-entend évidemment, ce que vous allez voir avec DevOps, c'est que DevOps et agilité vont beaucoup ensemble. C'est intimement lié parce qu'on va parler de petits cycles de développement et d'amélioration continue qui sont bien supportés par une façon agile. Puis si on parle de plusieurs équipes, là, on parlerait de safe, mais on n'embarquera pas dans cette partie-là du discours pour aujourd'hui. Par contre, c'est supporté aussi par des technologies ou plutôt des techniques comme l'infrastructure as code. Évidemment que là, c'est une formation BICEP, c'est quelque chose qu'on ne reviendra pas sur le détail. Vous comprenez qu'on en parle depuis 12 épisodes déjà. Oui, c'est ça, c'est le 12e épisode. Donc, on parle d'infrastructure as code, mais c'est supporté aussi par le déploiement et la livraison continue. Donc, ce sont deux contextes. Ici, on a la livraison continue, mais on pourrait aller même au déploiement continu. Donc, la différence, vite, entre les deux, on peut livrer les choses à des équipes d'essai, mais ça ne veut pas dire qu'on les déploie en production. La subtilité est plus là. Il y en a beaucoup qui sont capables de supporter la livraison continue, mais le déploiement continu, il faut vraiment que les essais soient tous automatisés. Puis il y a même des entreprises à la Netflix ou les compagnies comme ça qui vont livrer en prod plusieurs fois par jour.
Il y a des entreprises dans notre marché qui ont de la misère à le faire 3 fois par année. Donc, on comprend que ça dépend des contextes. En fait, la subtilité est, est-ce que la dernière switch, on peut dire ça comme ça, la dernière étape est automatisée ou pas? La fameuse mise en production, est-ce qu'elle est automatisée ou pas? Mais il peut y avoir des raisons légales ou autre chose. Exactement. Comme tu le mentionnes, effectivement, il y a des fois des problèmes de capacité, de connaissances ou autres là, qui empêchent ça. Mais il y a aussi des fois des réglementations. Okay? Surtout quand vous êtes dans le secteur bancaire, médical ou des secteurs hautement réglementés, vous ne pouvez parfois pas vous permettre de faire des mises en prod plusieurs fois par jour. Ça, sans approbation. Puis évidemment que ça prend une culture de collaboration. Mais si c'est entre 2 équipes, c'est toujours plus difficile que si on est dans la même équipe. Donc, ça va ramener autant que possible les gens de développement et d'entretien vont être la même équipe. Donc là, je reviens un peu sur l'agilité où on a entendu des tribus ou le développement en mode produit, ce qui veut dire que la même équipe s'occupe d'un produit ou d'une famille de produits et le fait évoluer dans le temps en fonction des changements aux requis d'affaires. Hein? Exact. Donc, une chose qu'on remarque, c'est que la fréquence des changements va être de plus en plus grande et plus on va vouloir, ici on a un diagramme où est-ce qu'on voit le time to repair ou to resolution, autrement dit le temps de remise en place si jamais on a un problème, et plus on va faire des changements fréquents, évidemment que moins les changements vont être gros aussi. Donc on va essayer autant que possible de limiter la grosseur du changement et on va avoir comme ça possibilité de changer de petites choses. C'est un peu comme quand on change nos lignes de code. Hein. Souvent, on a déjà vu des développeurs, on fait 2 lignes de code, on fait compile, pour voir si ça compile encore, puis on roule notre application si on a des essais automatisés pour voir si tout fonctionne encore. Plus les changements sont petits, moins on va avoir d'impact. Donc, on va essayer autant que possible d'avoir des petits changements qui vont être plus fréquents que de faire des gros steps. C'est beaucoup plus facile de stabiliser les choses à ce moment-là. Par contre, on va ramener les 2 équipes ensemble dans le fameux cycle de développement agile. Puis ça, c'est et de développement, on voit même que c'est marqué agile ici, mais développement DevOps. Donc, l'idée générale du cycle DevOps, puis on va voir chacune des étapes du cycle un petit peu plus loin, mais c'est vraiment de ramener dans la même équipe les gens d'infra, les gens de sécurité, les gens de dev, et tout le monde travaille main dans la main, autant à entretenir qu'à développer le nouveau système. Donc, c'est vraiment une culture de collaboration. Par contre, ça, c'est l'idéal. Et dans certaines entreprises, pour diverses raisons, que ce soit des raisons d'organisation du travail, syndicale ou des choses comme ça, que tout simplement de culture d'entreprise, ça peut être difficile à faire. Puis on l'a vécu dans une entreprise où est-ce que je pense que c'était l'équipe de base de données qui avait son propre cycle. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Ce qui vient arriver, c'est souvent, puis ce qu'on voit chez nos clients, c'est d'avoir un cycle DevOps applicatif puis un cycle DevOps d'infrastructure. Donc, vous allez avoir les gens d'entretien et de développement vont être ensemble, puis les gens d'infra, de mise en place de nouvelles infra et d'entretien vont être la même équipe. Mais il reste que ça va être 2 cycles séparés. Par contre, ces cycles-là ne peuvent pas être complètement indépendants. Donc, on n'aura pas le choix quand même. Et si c'est 2 équipes agiles, ben là, ça commence à crier Agile Safe pour être capable d'avoir un carnet de produits ou plutôt un incrément éventuellement qui va être commun. Donc, je ne veux pas embarquer dans cette section-là non plus trop, mais il faut comprendre qu'il y a moyen de synchroniser les 2 équipes. Donc, le cloud, pourquoi on parle de DevOps dans le cloud? Hein? On en a déjà parlé, en particulier à l'AGIC l'année passée ou l'autre année d'avant, je ne me rappelle plus, mais on avait fait une vidéo pour l'AGIC, puis on avait dit, il ne peut pas y avoir d'adoption de l'info nuagique sans automatisation, sans DevOps. Et je pense sincèrement que, vu que le cloud est une cible en mouvement, on a besoin d'automatisation pour être capable de suivre et de garder ça up and running, en ligne avec les bonnes façons. Puis vous allez voir, on va parler d'optimisation tantôt, vous allez voir pourquoi. Parce qu'admettons, ici, on a un exemple, puis on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est justement, c'est juste une représentation d'un modèle hub-spoke avec un hub centralisé puis des spokes pour les différentes charges. Et dans toute cette complexité-là, normalement, on mettrait ça en place, ce serait du on-prem. Puis après ça, normalement, c'est comme un missile fire and forget. Hein? On met ça en place, puis on dit « Hey, c'est fait! On n'a pu y toucher, on a bien fait les choses. » Malheureusement, on ne peut jamais
attaquer le cloud de cette façon-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est jamais du fire and forget. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ce qu'on va vouloir optimiser. Puis on optimise de 3 façons. On va optimiser pour les coûts. On va optimiser pour que ça coûte de moins en moins cher. Donc, si les services changent et qu'il y a des nouvelles options qui vont coûter moins cher, on va le faire. Si on se rend compte qu'on a oversizé nos machines, on va baisser les SKU. C'est des choses qu'on va voir. On va optimiser pour la sécurité. On va se rendre compte qu'on a des attaques. Si on fait notre bonne surveillance, on va se rendre compte qu'on peut avoir des risques à des endroits, puis on va vouloir renforcer un petit peu plus notre positionnement ou améliorer notre visibilité, donc notre monitoring. Et la même chose pour le CloudOps, la partie plus optimisation des performances. Évidemment qu'on va vouloir optimiser, et là, ça peut vouloir dire changer les SKU de service, mais ça peut aussi vouloir dire changer les services infonuagiques, ce qui veut dire bien souvent des impacts dans les applications aussi. Donc, il ne faut pas juste le voir comme étant une job purement techno. Exact. C'est une job pour l'équipe DevOps. Et c'est pour ça que justement d'avoir une équipe produit est encore plus importante dans le cloud que c'est on-premise. Exact. Normalement, dans la cible idéale, on pèse sur un bouton, ça part un pipeline, ça va déployer l'infra et l'applicatif et la base de données et tout ce qu'on a besoin pour que tout soit en synchro. Malheureusement, bien souvent, on va voir plus un pipeline pour l'infra et un pipeline pour l'applicatif, même un pipeline pour la base de données, comme le client qu'on a déjà travaillé, qui fonctionnait comme ça. Puis c'est pas nécessairement mauvais, il faut juste s'assurer que si on met la version X, mettons la version 10 de notre applicatif, puis qu'elle est dépendante de la version 5 de l'infra, il faut que les deux suivent. Donc là, ça demande un peu plus de synchronisation et d'arrimage. C'est ça. Une autre chose aussi, la probabilité de succès d'un déploiement est en fonction du nombre d'opérations manuelles. Donc, si on fait toutes les opérations de déploiement en manuel, évidemment que le risque est beaucoup plus élevé que si tout est automatisé. Puis dans ce diagramme-là, c'est intéressant parce qu'on voit que si on a moins que... Si on n'a aucune opération manuelle, moins qu'une cinquantaine, on voit qu'on a au-dessus de 80% de chances que tout fonctionne comme il faut. Tandis que si on a 0 opération manuelle, ben on a très peu, sur, mettons, 200 commandes qu'on ferait manuellement pour réussir à déployer, ce qui est très exagéré, là, mais vous comprenez que là, la probabilité de succès est quasiment nulle. Donc, on va vouloir opérer et automatiser. Oui, de revenir rapidement là-dessus. Là. Ici, quand on parle de probabilité de succès de déploiement, parce que ça se peut qu'on ait des auditeurs qui vont dire « Ouais, mais nous, on fait tout le temps tout manuellement, puis pourtant, on réussit à le faire. » Okay. C'est sûr. Parce que vous avez une bonne checklist, vraiment des éléments bien structurés, puis c'est correct. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous êtes dans un modèle cloud avec plusieurs, si vous êtes par exemple un Netflix de ce monde, que vous faites plusieurs déploiements par jour, d'être capable de recréer tous ces environnements-là plusieurs fois par jour de manière manuelle, la probabilité que tous ces environnements soient identiques, soient configurés de la même manière, que vous n'avez rien oublié, que vous n'êtes pas trompé dans une configuration plutôt qu'une autre, dans une journée, ça peut se rapprocher plus du zéro. Là. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas si vous le faites une fois par année, c'est quand vous le faites plusieurs fois par jour ou par semaine ou par mois. Là. C'est là où la probabilité décroît. Et avec beaucoup d'éléments différents. Si on calcule des infrastructures qui sont hautement faites en mode microservice, le risque se décuple encore. Parce que oui, peut-être pour chaque charge, il y a 4 ou 5 opérations manuelles, mais si pour changer un système, il faut changer une centaine de microservices, fois 5, là, on commence à être dans des gros chiffres. Exact. Donc, au niveau du cycle, évidemment qu'il y a des éléments là-dedans que les gens connaissent un peu plus, puis la planification, le développement et build, c'est vraiment ce qu'on vit au niveau développement logiciel depuis très longtemps. On planifie, donc on va avoir des storyboards ou des stories dans un carnet de produits. On va développer notre code, on va avoir besoin d'un repo de code, on va avoir besoin après ça d'outils comme des build servers pour pouvoir builder notre application. Si on est en infra, dans ce cas-là, c'est un petit peu moins utile, mais il reste qu'on peut avoir à préparer nos scripts à cette étape-là pour pouvoir faire notre déploiement. Pour ça, un des outils, évidemment, dans la famille Microsoft est plus Azure DevOps. On pourrait avoir Git aussi, là, évidemment.
GitHub. Mais pour l'instant, on parle de Azure DevOps ici, avec les Azure Board, les Azure Repo, puis les Azure Pipeline, qui sont la partie qui est souvent très utilisée. C'est pas là où est-ce que les gens ont le plus de challenge. Moi, ce que j'ai vu, c'est souvent le reste qui est un petit peu plus obscur. Quand on parle des essais, les gens y sont moins. Quand on parle du monitoring et de l'observabilité de leurs solutions, ils y sont moins. As-tu senti ça un peu aussi de ton côté? Oui, effectivement, la maturité au niveau du développement, de l'intégration et des builds est très, très forte chez la majorité des clients chez lesquels on est intervenu, peu importe leur secteur d'activité. Mais dès qu'on tombe effectivement plus dans les tests, le monitoring, la configuration automatisée, les opérations automatisées, ben là on voit qu'il y a un peu plus de faiblesse à ce niveau-là. Effectivement. Donc, au niveau d'Azure DevOps, une chose qu'il faudrait important de dire, Azure DevOps est un outil. Et vous pouvez utiliser Azure DevOps, avoir des storyboards, être en agilité, avoir des repos, puis même à la limite de commencer à faire du pipeline, êtes-vous DevOps à cause de ça? Mais la réponse est pas nécessairement, malheureusement. Vous avez adopté des processus ou des outils DevOps, mais si on a encore une gang qui développe, une gang qui entretient, c'est pas parfait. Est-ce que c'est mal? C'est pas une question de jugement de valeur. C'est juste qu'on est moins sur la cible de DevOps. Donc, ne pas confondre Azure DevOps et DevOps. DevOps, c'est un nom de produit, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on est dans Azure DevOps qu'on est DevOps. Quand on parle de tests, puis les essais, on en a fait avec des XUnit et NUnit, JUnit si vous êtes plus du côté Java, mais au niveau infra, on peut aussi faire des essais, puis je pense que tu vas nous présenter. Ça tombe bien, parce qu'on va en parler dans un prochain épisode. Excellent. On va faire des tests d'infrastructure. Ah, ça c'est bon. Mais on comprend que les vrais de vrais, comme Chuck Norris, vont toujours tester leur code en production. Bien sûr. Ah, c'est là qu'on teste notre code. Hein? Toujours. Non, évidemment qu'on ne teste pas en production. On peut tester en production. Ceux qui sont rendus très avancés peuvent faire du chaos engineering, puis mettre des bugs volontaires en production pour vraiment valider que si ça tombe en production, que ça va se relever. Mais ça prend une maturité monstre en essai automatisé pour faire ça. Exactement. Ça prend une maturité monstre, comme tu dis, puis ça prend aussi des outils bien rodés. Parce que si je suis capable puis des architectures résilientes. Exact. Si je suis capable de tester en production, puis de me rendre compte qu'il y a un bug, puis de revenir à la version antérieure en 5 secondes ou 1 minute, là, ok, go for it. Mais si je teste en production, puis je me rends compte qu'il y a un bug, puis ça me prend 3 semaines avant de revenir à la version antérieure, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, il faut être hautement testable, automatisé, mais il faut être aussi sûr que les applications sont résilientes, qui peuvent être auto-healing, self-healing, qui vont être capables d'avoir des patterns comme des breaker patterns, où est-ce qu'on est sûr qu'on peut envoyer, automatiquement le service va se fermer, puis il va aller à la version antérieure, puis on va revenir, ou il va aller sur une autre instance de service. Circuit breaker, c'est ça. Donc, c'est pas... Si on parle de migration de charges, c'est pas parce que vous allez aller dans l'info nuagique avec des charges existantes qu'automatiquement vous allez atteindre ce niveau-là. Il faut que les applications aient été faites ou modifiées en fonction de la résilience. Puis reviens, s'il te plaît. Ce qui est quand même intéressant là-dedans, à noter, c'est que même si vous n'êtes pas capable de tester en production, vous devriez au moins tester dans un environnement qui est semblable à la production. Aussi, faire attention, quand on parle ici vraiment typiquement du développeur d'infrastructure, le développeur d'infrastructure, lui, son poste de dev, ce n'est pas nécessairement sa machine. Il déborde dans le cloud. On n'a pas le choix. Ce qui fait que, moi, je l'ai vécu dans une grande entreprise de la région où est-ce que chaque développeur d'infrastructure avait plusieurs, soit des tenants ou des acomptes à l'intérieur d'Azure pour être capable de tester notre code avant même de l'archiver et de le faire rouler par nos pipelines qui allaient le mettre dans d'autres environnements. Ce qui veut dire que si on est un développeur de haut niveau, et là quand je dis de haut niveau, c'est plus qu'on cible des actions qui vont venir modifier le tenant, la sécurité, la mise en place de landing zone, c'est un autre sujet qu'on va parler bientôt. Quand on met en place une landing zone, on vient mettre des règles qui sont à haut niveau, qui vont s'appliquer à tous les souscriptions ou les abonnements en français. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un qui a
un tenant à côté. Donc, je vais avoir mon tenant de dev plus mon tenant de prod ici qui est en rouge. Donc, je vais tester mes scripts dans un tenant à côté pour être capable de revenir l'appliquer parce qu'il a un impact sur le tenant de façon globale, comme des Azure Policy, comme changer des management groups, déplacer des souscriptions dans les management groups, jouer avec des droits dans l'Azure AD qui est commun avec Office. De toute façon, on ferait la même chose avec des tests dans Office. Dans Office 365, tu n'as pas le choix d'avoir un autre tenant à côté quand tu veux vraiment tester des choses qui auraient un impact sur ton tenant de façon globale. Donc, de toute façon, nos clients ont ça souvent, un tenant à côté pour pouvoir faire ce genre de test-là. Mais quand on est rendu à déployer de l'infrastructure, on n'a pas vraiment besoin d'un tenant à côté. Dans le tenant de prod, on peut avoir des souscriptions, des abonnements de dev et des abonnements de prod. Donc, en tant que développeur d'infra, moi, j'avais deux souscriptions de dev et puis des souscriptions de prod, évidemment, qu'on avait. Mais mes deux souscriptions de dev, j'en avais une pour tester mon déploiement dans le hub, puis un dans le déploiement dans le spoke pour que je sois capable de tester que mes peering puis que tout fonctionne. Donc, on avait deux souscriptions de dev par développeur d'infrastructure. Plus ceux qui sont rattachés à des pipelines, parce qu'après ça, quand tu le testes dans le pipeline de dev, ça y prend aussi des souscriptions pour pouvoir faire ces essais-là. Donc, ça, c'est pour les déploiements. Puis pour faire les essais d'infrastructure, il existe plusieurs techniques. Mais une qui est super pratique, qui est Pester. Pester est PowerShell Tester. Donc, on fait des scripts en PowerShell. On a une technique pour pouvoir tester. Je pense que tu nous en parles aussi dans des prochains épisodes. Exactement. Donc, on va y revenir. DevSecOps maintenant. Dans le DevSecOps, on a aussi une étape après avoir testé nos choses qu'on veut déployer. Évidemment, là, on parle du release, puis de déployer nos choses. Là, on va parler de pipeline, on va parler de tests automatisés aussi qui pourraient être faits à ce moment-là. Mais on a notre déploiement dans notre environnement. Donc ici, on peut avoir ici un exemple d'un Azure Repo. Évidemment que j'ai censuré un petit peu parce que c'est vraiment un exemple un exemple réel où est-ce qu'on a déployé des landing zones chez un client et où est-ce qu'on a un repo de code avec toute l'infrastructure de la mise en place des management groups, déplacement des souscriptions avec la mise en place d'un modèle HubSpoke. Puis là, ça pourrait être découpé différemment. Pour l'instant, dans ce cas-là, on a déployé les choses. Et ce qui est le fun, c'est que notre infrastructure est versionnée. C'est facile de revenir à la version qu'on avait, la MEP d'avant. Autrement dit, la mise en prod d'avant. On peut dire qu'on revient facilement à une ancienne version d'infrastructure. Et jumelé à ça, évidemment, qu'il y a des pipelines qui sont faites en code, en YAML, et qui sont appliqués, qui nous permettent de rouler les différents pipelines à la demande. Encore là, dans ce cas-là, ils sont délivrés automatiquement, mais ils sont exécutés par quelqu'un qui a fait un document de MEP à telle date, telle heure, on fait une MEP. On est encore dans ces processus-là chez certains clients. Et ensuite, la fin du processus, qui est souvent celle qui est la plus négligée, qui est opérer, monitorer, puis d'avoir du feedback. Ce qui veut dire qu'il faut être capable d'avoir les consoles nécessaires et la vision nécessaire sur les choses qui se passent dans notre infrastructure ou dans nos applicatifs pour être capable d'en prendre des constats que, on a un problème de performance, on a un problème de sécurité, on a un problème au niveau financier, ça nous coûte trop cher, puis d'avoir un feedback qui vient créer des nouvelles stories, qui va venir alimenter l'équipe pour pouvoir continuer à améliorer de façon continue le système. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est que ça refait le parallèle avec ce qu'on disait au début avec notre David, le développeur, puis l'opérateur. Son nom. C'est que ici, on vient d'avoir un feedback loop qui ne tient pas compte que des besoins d'affaires, mais aussi des besoins opérationnels, qui va alimenter justement notre carnet de produits. Parce qu'encore une fois, comme on l'avait mentionné plus tôt, vous pouvez avoir la plus belle application du monde avec les fonctionnalités les plus alléchantes. Mais si l'application est instable ou est trop lente, personne ne va l'utiliser. Personne ne va l'utiliser, effectivement.
Donc, du côté Azure, évidemment qu'on a tous les outils d'Azure Monitor qui peuvent venir aider là-dedans. En particulier, bon, Log Analytics, qu'on va voir, on peut aller chercher des choses dans la console. Évidemment que Azure Monitor a un degré ou un temps de rétention, je crois, de 90 jours. Donc, il faut mettre ça dans un Log Analytics, s'assurer qu'on garde nos événements plus longtemps. Mais au-delà de ça, on peut mettre d'Azure Automation pour être capable d'aller chercher les informations, consommer ces éléments-là pour pouvoir éventuellement faire évoluer ou au moins avertir l'équipe pour être sûr d'avoir une vision. Puis vous pourriez aussi avoir des dashboards. Hein, on peut créer nos propres dashboards à l'intérieur. Bon, il y en a dans Log Analytics, mais il y en a aussi dans Azure Dashboard, carrément, où est-ce qu'on peut ramasser plein d'informations pour pouvoir présenter aux gens de l'équipe DevOps pour qu'ils puissent améliorer les choses. Mais le best, c'est quand c'est automatisé. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que les dashboards, on peut en créer plusieurs. Puis on peut avoir des dashboards pour des vues, disons, différentes. Une vue plus opérationnelle, où on a des métriques comme par exemple le nombre d'exceptions, la latence, etc. Mais on peut avoir des dashboards aussi plus business, où on voit le nombre d'utilisateurs, le temps moyen d'une session utilisateur. Exact. Donc on vous encourage en fait à créer plusieurs dashboards, même pour une même application, mais avec des perspectives, des vues différentes. Tout à fait. Donc, ça fait le tour. Super. Et, super intéressant. Peut-être ne pas oublier de mentionner aussi que, évidemment, on vous invite à souscrire au channel pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce qu'il s'en en vient d'autres, croyez-le ou non. C'est long dans notre cas, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour faire les vidéos, mais ça s'en vient. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.